Bonjour à tous du coup et merci d'être venus pour cette présentation, de Skyload, des services Skyload, mais aussi de Kubernetes. Du coup, je vais pouvoir un peu, approfondir certains sujets si jamais ça vous intéresse. On pourra en fin de session, répondre à toutes les questions qui pourraient être, techniques, vis-à-vis de Kubernetes. Sinon au-delà de ça, on est plus sur une introduction autour de Kubernetes, et de son écosystème. Donc on va commencer déjà dans un premier temps par, vous présenter un peu les bases, les fondamentaux de Kubernetes, c'est-à-dire, pourquoi, on va utiliser Kubernetes, heu, au sein des startups. Quel est son historique? Quelle est vraiment la roadmap qu'a parcouru, ces 10 dernières années Kubernetes? En quoi Scaloud intervient dans cet univers? Qui on est au final, dans cet écosystème? On va voir un peu les enjeux d'une infra chez une startup, donc quels sont leurs enjeux? Pourquoi K8s c'est un atout et on va essayer de le comparer un peu, avec quelques alternatives et de quoi vraiment a besoin une startup pour son infra et on va vous donner un peu quelques exemples d'une infrastructure, qu'on peut réaliser, chez Scaleway. On travaille, aussi sur AWS et d'autres providers et un exemple de CI/CD. À la fin, on fera une petite démonstration avec le déploiement complet d'un cluster Kubernetes sous Terraform, le déploiement d'une application, aussi avec Argo CD et des tests simplifiés de résilience avec K6. Donc Kubernetes au service des startups. Concrètement, Kubernetes, c'est quoi? C'est une technologie open source qui a été développée, à la base chez Google, un outil qui s'appelait Borg, qui fournit donc des, outils, heu, clés en main et disponibles sur n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire qu'on peut le déployer autant sur un cloud public qu'en bare metal ou via Rancher, via KubeADM, via du OpenShift. Enfin, globalement, il est tenant compatible. On peut le déployer sur absolument n'importe quelle plateforme. Si demain vous voulez vous éclater à déployer ça sur un Raspberry Pi, c'est tout à fait possible. C'est ce qui le rend extrêmement flexible. On parle vraiment d'une technologie qui est clone native, qui aborde, et qui embrasse toute forme de plateforme, toute forme de technologie, grâce à son côté, open source. Un petit zoom sur l'historique K8s. Donc, c'est une technologie qui a été développée par 3 ingénieurs à la base chez Google. Comme je vous le disais, c'était Borg et Omega qui font référence à des, alors Kubernetes ou aussi appelé K8s qui font référence à l'univers Star Trek. Alors c'est tordu, mais c'est des génies les mecs qui ont fait ça puisqu'aujourd'hui c'est très largement utilisé et je vais vous expliquer pourquoi. On a vécu des évolutions clés que j'ai référencées ici. On a par exemple, l'arrivée de la virtualisation en 2001, la notion d'infrastructure as a service en 2006 avec les services AWS, l'introduction de par exemple d'Amazon S3, des EC2 et cetera. Plateforme as a service, avec, des couches complémentaires de gestion comme Heroku, et bien d'autres qui vont, faciliter les déploiements applicatifs et après vient l'univers de l'open source qui arrive en force, avec les contributions à l'international de solutions open source comme OpenStack, Cloud Foundry, puis Docker qui a été vraiment l'explosion de l'univers de la conteneurisation. Donc aujourd'hui, il y a pas une application qui tourne sans conteneur, dans les entreprises. Enfin, du moins, c'est très rare et le cloud native, avec Kubernetes. Donc petite note quand même importante, Google comme, Microsoft, travaille énormément avec les systèmes de conteneurs. Si vous utilisez Azure, vous reconnaîtrez, App Service qui déploie par exemple, derrière, des pods Kubernetes. Google qui exécute 2 milliards de conteneurs, par semaine. Enfin, on parle de volumétrie colossale. Aujourd'hui, l'univers de Kubernetes est très largement implanté dans les entreprises et les grosses structures. La CNCF, la Cloud Native Foundation, qui offre tout un univers, tout un écosystème open source, donc sur lesquels vous pouvez contribuer. Il y en a des milliers, des centaines du moins. Je suis
Je vous ai donné quelques exemples dans ce schéma. Quand on travaille, sur du Kubernetes, en général, on va retrouver, du Terraform, du Prometheus, du Mimir, du Argo CD, du Helmchart, heu, tout un tas d'applicatifs qui sont compatibles avec, l'écosystème cloud native. Ça permet d'enrichir, en fait, tout l'écosystème, Kubernetes grâce à la participation de l'open source qu'il y a autour de cette technologie. Donc c'est très largement utilisé, vous reconnaîtrez certainement une de ces technologies, dans votre entreprise et derrière, vous avez certainement, une application, que vous utilisez soit pour, gagner en observabilité, soit pour, faire tourner votre application, ou bien, optimiser vos process de déploiement continu. Donc comment K8s a révolutionné les infras modernes? Les infras modernes, de Kubernetes, c'est offrir de la portabilité et de l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des systèmes complexes, qui ont de fortes interactions entre elles et on parle aussi de microservices et d'architecture applicative qui déploient plein de petits bouts de code. Alors vous avez peut-être fait usage de function as a service dans votre entreprise, mais aussi, vous pouvez faire appel à des monolithes applicatifs qui nécessitent de fortes interactions avec l'écosystème, heu, sous-jacent à votre infrastructure. Donc cette portabilité, et cette interopérabilité est essentielle. Le côté time to market est important aussi. Les startups ont besoin de pouvoir valider les concepts, les features, les fonctionnalités qu'elles développent le plus vite possible sur le marché afin de valider si celles-ci apportent, de la visibilité côté business, mais aussi, du confort pour les utilisateurs et clients finaux. Donc le fait d'avoir des outils clés en main qui vont vous permettre d'accélérer votre développement et d'avoir de la visibilité sur, ce qui se passe concrètement sur votre infra, apporte énormément, qualité et de flexibilité dans le développement de votre applicatif. Le côté disponibilité et résilience, c'est bien la chose, la plus négligée, heu, chez les startups parce qu'elles veulent aller vite, et pas forcément prendre le temps de voir si la disponibilité et la résilience sont au goût du jour. Avec Kubernetes, en on peut très facilement, dupliquer, rendre résilients les services en appliquant des bonnes pratiques qui sont simples, efficaces pour contrer les problèmes d'instabilité sur une plateforme. Avec les outils Kubernetes qu'on pourra évoquer, tout à l'heure pendant la démo, on rend très facile, les tests de qualité avant le déploiement d'applications, sur un cluster kube. Ce côté, disponibilité et résilience est, vraiment très proche et très lié à la scalabilité horizontale. En fonction de la charge et du pic de trafic que vous pouvez rencontrer, vous voulez avoir un système et une infra qui, sera capable de gérer ce genre de trafic. Du coup, c'est là que Kubernetes intervient dans sa panoplie de ressources, intégrées et natifs à son écosystème. C'est le côté scalable. Donc la scalabilité horizontale, c'est quoi concrètement? C'est être capable de démultiplier le nombre de pods au sein du cluster afin de répondre à la charge, à la demande cliente. Avant-dernière chose que je voulais souligner quand même sur Kubernetes, c'est le côté maintenance évolution. Le fait d'avoir un cluster Kubernetes, c'est faciliter la maintenance, c'est-à-dire la montée de version de son application, mais aussi des systèmes sous-jacents. Le load balancer, le cluster kube lui-même et le tout sans risquer une interruption de service. Enfin, le côté scalable, et le côté, extrêmement flexible de Kubernetes rend possible et viable l'optimisation des coûts. Petit exemple, quelqu'un qui n'est pas sur Kubernetes va potentiellement déployer une grosse machine pour pouvoir répondre à des, pics de charge. Sauf que le problème de ça, c'est que la machine tourne tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Donc vous payez au final potentiellement 80 des ressources qui sont inutilisées au sein de votre système. Avec Kubernetes, vous allez scaler, donc vous allez consommer du cloud uniquement selon les besoins de votre applicatif. Vous allez fit votre, cluster aux besoins de votre application et donc les coûts vont aussi, s'adapter en fonction de l'usage. Donc ça vous permet d'être
économe dans la gestion de votre parc, applicatif et de limiter les impacts, cloud qui sont aujourd'hui très élevés avec l'augmentation des prix, certainement liés à cause, de l'électricité, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça reste, ces points-là, les points que je vous souligne là sont les plus importants pour les startups. Il y a des avantages, bien sûr, il y a des inconvénients. J'en ai listé quelques-uns, si vous en voyez, n'hésitez pas à me les partager par chat, ça m'intéresse, heu, d'avoir votre retour d'expérience là-dessus, si vous utilisez déjà Kubernetes. Mais globalement, ce que je note principalement, c'est que la containerisation est très souvent obligatoire pour être compatible avec Kubernetes. Je note ça pourquoi? Parce que votre applicatif, vous avez l'habitude de le lancer à la main. Moi, vous avez, des habitudes et la containerisation vient changer drastiquement vos méthodologies de déploiement et de développement et de débugage et tout ce que vous voulez. Ce qui fait que, bah, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Docker, ça rend quand même, ça demande quand même un effort d'adaptation, important au sein des startups. Ce qu'on appelle dans l'organisationnel, de la résistance au changement, que vous devez certainement connaître, ceux qui, travaillent dans des startups plus ou moins grandes. Cette conteneurisation est donc obligatoire, ce qui implique forcément aussi des étapes et des procédures complémentaires dans l'envoi de mise à jour, de votre applicatif sur de la production. Deuxième inconvénient, c'est la stack de monitoring complet que, vous aurez besoin pour avoir de la visibilité. Concrètement, déployer une application, ce n'est pas, Kubernetes qui va vous retourner, dès l'entrée de jeu, tous les logs de tous les pods que vous avez déployés sur votre cluster. Vous aurez besoin pour ça d'au moins une stack de monitoring. Donc il va falloir, prendre une décision sur quelle stack vous avez besoin pour, avoir de la visibilité sur ce qui opère sur votre cluster. Donc le sujet de la stack de monitoring est quelque chose qu'on maîtrise, mais si vous n'avez pas, ça sur votre, cluster, vous êtes complètement aveugle. Ensuite, on a, clairement un sujet, un gap technique. Kubernetes abstrait énormément de notions, que ce soit des notions système, des notions réseau, des notions cloud. Toutes ces notions sont abstraites et donc nécessitent une expertise claire et nette sur, l'aspect cloud. Donc l'aspect cloud natif, bien entendu, mais aussi l'aspect, du provider. Donc, typiquement, si vous déployez un cluster Kubernetes sur AWS, il faut les notions AWS. Si c'est chez Scaleway, il faut les notions Scaleway. Pareil pour Azure, pareil pour Google. Tout ça, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise qu'une startup ne peut pas forcément se permettre, d'avoir quand elle est, très jeune. Donc Skyloud, c'est là que Skyloud intervient au final. Skyloud, on est globalement? On est des experts DevOps et cloud. Qu'est-ce que ça veut dire DevOps? Qu'est-ce que ça veut dire cloud? DevOps, c'est automatiser, c'est apporter des briques, d'automatisation au sein d'un SI, par, des scripts, par, de l'IAC, par, plein de mécaniques pour faciliter les déploiements et apporter de la visibilité sur l'écosystème, SI, d'une entreprise. Et le cloud, c'est globalement tout ce qui va tourner dans le nuage, c'est tout ce qui va être virtualisé par un fournisseur comme, public, comme, AWS, Scaleway, Google ou Azure. Donc nous, en fait, notre rôle dans tout ça, c'est qu'on accompagne les startups. On est un peu le bras droit de toutes les startups, qui souhaitent travailler avec cet univers, cloud et Kubernetes pour construire et administrer les infrastructures résilientes et scalables. Donc notre expertise, en fait, elle repose sur le fait qu'on soit KCSP, donc c'est une certification officielle de la CNCF, qui a été délivrée à Skyloud sur la gestion, des clusters Kubernetes, la mise en place de clusters Kubernetes, mais aussi son administration. Donc on offre plusieurs services, chez Skyloud. On offre de l'audit et du conseil, qu'on va regrouper dans le design. Donc on va globalement comprendre les enjeux de votre plateforme, identifier les lacunes et les forces et les souhaits d'évolution et on va vous conseiller autour de ça.
On a le build, donc le build concrètement, c'est construire votre infrastructure dans le cloud, de votre choix, ce qui répondra à vos enjeux et vous accompagner dans sa migration. Donc on apporte tous les outils et toute notre R&D relative à la construction d'infrastructures dans le cloud. Ensuite, on a le run, donc on offre des services de supervision et d'infogérance pour la continuité de service et la qualité de service de vos plateformes. C'est aussi la maintenance et l'évolution pour maintenir à flot et à jour tous vos services applicatifs. Et enfin, on propose aussi, un service DevOps as a Service, on appelle ça. C'est globalement une Skyload app, c'est une application, une interface de communication qu'on a entre les startups et Skyload pour échanger, apporter du suivi et du cadre dans la réalisation, de nouvelles fonctionnalités cloud par sprint, de 2 semaines. Donc je vais vous donner quelques petits exemples de startups, avec lesquelles on travaille, on a par exemple, Soukli, Parlons Basket, heu, Indie, Affluence, enfin vous verrez qu'on travaille beaucoup avec les startups lyonnaises, mais aussi parisiennes avec, Happypal, Freebie, et cetera. Donc les enjeux d'une infra chez une startup, c'est la haute disponibilité, déjà. Ce qu'on veut, c'est que notre applicatif fonctionne à tout moment de la journée, de la nuit. C'est de la flexibilité, pouvoir ajuster, son applicatif. Si par exemple, on a un nouveau microservice qui s'ajoute, si on a besoin de plus d'éléments dans son infra pour avoir plus de visibilité. Voilà, c'est cette flexibilité qu'on va rechercher, chez une startup. C'est les déploiements. Donc comme je disais, trouver, des méthodologies de déploiement efficaces, rapides pour que le moment où je tag mon applicatif, je la retrouve en production le plus rapidement possible. C'est de la visibilité, pouvoir consulter mes logs en temps réel avec le minimum de latence entre le moment où le log a été émis par l'applicatif et le moment où je peux le lire. C'est, de la sauvegarde. Je veux m'assurer que mes sauvegardes soient réalisées à temps, en heure et qu'elles soient fiables. Globalement, est-ce que mon PRA est fonctionnel? Est-ce que, je suis capable de rétablir mes services en un temps donné? C'est du FinOps aussi. Comment je peux utiliser le strict nécessaire pour mon applicatif au quotidien? Et de la sécurité. Donc comment on peut mettre en place des outils pour, gérer les différents types de menaces qu'on peut rencontrer sur internet. Je pense par exemple à l'exclusion à l'autoban d'IP, si un pool de clients, cherche à se connecter sur votre plateforme, s'il fait trop de tentatives, on bloque l'IP pendant une durée, spécifique. Ça peut être, créer de l'alerting aussi automatique basé sur les logs. Voilà, tout un tas de choses possibles autour de Kubernetes. Ça peut être du service mesh avec du MTLS entre les pods, mais aussi avec vos clients, et cetera, et cetera. Plein de choses sont possibles. Donc Kubernetes répond à tous ces enjeux, mais ce qu'il faut bien, comprendre, c'est qu'il est agnostique. Agnostique, un cloud agnostique, c'est qu'il est portable. Globalement, quand on déploie, une infrastructure, avec Skyload, mais globalement, quand on travaille aussi avec un cloud native et open source, on parle aussi d'être multi-tenant compatible. C'est-à-dire que, on peut se projeter, de se dire: «Bon, bah, aujourd'hui, je vais travailler avec Skylway, demain, j'ai envie de partir chez AWS». On a globalement la même chose. Rien ne change. L'infra que vous allez les efforts que vous allez donner dans la construction de votre cluster Kubernetes chez Scaleway, du moins ce qui va tourner dans le cluster, sera facilement, transférable d'un environnement à un autre. Donc demain, je veux faire une réplication, un PCA, on appelle ça, un plan de continuité d'activité. Je vais vouloir, faire un cloud, toute mon infra sur un cloud, Scaleway, mais aussi avoir une réplication chez AWS au cas où, c'est possible et sans forcément énormément d'efforts entre les 2. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est, que quand on travaille avec Scaleway, les définitions, les ressources, associées au cloud provider sont drastiquement différentes d'un cloud à l'autre. Mais quand on travaille avec une couche d'abstraction qui est Kubernetes et qui rend agnostique l'usage d'un cloud, on est au final libre techniquement d'aller chez un cloud ou chez un autre.
Donc ce côté agnostique offre, aussi, de l'ownership. Globalement, ce que vous allez construire vous appartient. Ce que vous allez déployer vous appartient et vous êtes libre d'aller chez un hébergeur A comme un hébergeur B. Je parle là de cloud provider public, mais demain, si vous voulez faire du on-premise pour une raison X ou Y, c'est possible aussi puisque Kubernetes se déploie n'importe où, même, dans votre salon si vous le voulez. Je le recommanderais pas bien sûr, mais c'est possible. Il est performant. Aujourd'hui, bah, les plus grandes startups mondiales, l'utilisent, hein, Netflix, Airbnb, Spotify, tout simplement pour, ces raisons-là, pour les raisons que j'ai évoquées avant aussi. Il est attractif. J'ajoute ce point quand même qui est important, quand vous êtes, dans une approche où vous voulez, rendre attirant la stack technique avec laquelle vous travaillez, bah, c'est vrai que et ça a été vraiment constaté, que les startups, heu, ont plus de facilité à recruter des développeurs comme des DevOps quand l'environnement est sous Kubernetes. Donc voilà les principaux, atouts qu'on a dans la dimension Kubernetes. Bon, très bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, de quoi j'ai besoin pour composer une infra? Ce qu'il faut se poser comme question quand j'ai besoin de monter une infra, c'est quelles sont les ressources, physiques dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de GPU? Est-ce que j'ai besoin de puissance de calcul? Est-ce que j'ai besoin de bande passante? De quoi j'ai besoin concrètement pour distribuer mon applicatif? Et en fonction de ces éléments, on va pouvoir déterminer quel cloud provider est le plus adapté pour vous. D'accord. Ensuite, on a le socle, de scalabilité. Sur quoi repose votre application en termes de distribution? Est-ce que ça va être la réactivité? Si vous êtes une boîte d'événementiel, par exemple, que vous avez besoin, à la dizaine de secondes près de passer de X, ressources à 10 fois plus, quels sont les mécanismes, scaling il faut appliquer? Donc ça se réfléchit aussi. Ensuite, on a la CI/CD. Comment on peut identifier les points d'étranglement dans la CI et comment on peut les optimiser pour rendre efficace le déploiement de votre applicatif. Donc, construire une image, Docker, c'est une chose, mais l'optimiser aux petits oignons pour utiliser du cache, pour utiliser, le minimum de choses possibles pour, limiter la taille, de mon image Docker, c'est une chose qui est extrêmement importante pour avoir une CI/CD efficace. L'efficacité ne vient pas uniquement de la rapidité, c'est aussi, identifier quelles sont les étapes intermédiaires que je dois appliquer dans ma CI et à quel moment je dois placer ces étapes pour m'assurer que mon image soit valable pour de la production. Donc ça peut être des tests unitaires, ça peut être, des tests fonctionnels end-to-end, ça peut être plein de choses, des tests de sécurité aussi. Nous, on l'applique par exemple dans toutes les CI qu'on met en place, des tests de sécurité sur les dépendances, Terraform par exemple. S Tout ça rentre en ligne de compte et améliore, je dirais, la qualité, de votre CI. Ensuite, on a un monitoring accessible. Alors, il y a 2 use cases, je dirais, pour le monitoring. Il y a le monitoring métier et le monitoring plus, supervision. Donc quand je parle de monitoring métier, c'est de comprendre, pourquoi ma plateforme je n'ai plus d'inscrits. Par exemple, j'ai besoin de contrôler au niveau métier, imaginons que vous êtes une boîte, comme Uber Eats par exemple, vous voulez monitorer le nombre de tacos qui sont vendus. Bah, globalement, vous allez checker dans votre monitoring, est-ce que mes tacos se vendent bien? Si, j'ai un drop de vente, globalement, je sais que j'ai un problème au niveau de mon applicatif, parce que peut-être quelque chose se goupille mal au niveau du code. Donc le pilotage métier, c'est vraiment un besoin qui va être très fort chez la startup, puisque la startup a besoin de voir si son business tourne correctement. Donc on met à disposition du monitoring métier, mais aussi pour la supervision, donc globalement comprendre l'usage des ressources sous-jacentes au cluster. Est-ce que mon espace disque va bientôt saturer? Est-ce que l'utilisation CPU, sature?
Ce genre de choses, c'est de la supervision pure et dure et c'est ce qu'on va mettre en place pour contrôler la qualité de distribution de mon appli de l'applicatif, sans forcément parler de métier. La documentation complète, de l'infrastructure aussi, c'est très important pour 2 raisons. La première, ça va être, la gestion au quotidien. Si, pour toutes les actions récurrentes de votre infrastructure, s'il y a des actions récurrentes comme, faire des dumps de la base, heu, faire des manipulations très techniques, associées à l'applicatif, on va vouloir, la documenter pour enrichir les procédures de maintenance de la plateforme. Deuxième sujet qui est important dans la documentation, c'est comprendre votre métier. Quels sont, les, risques associés à chacun des composants de votre applicatif? Ça s'applique, à une amélioration continue de la gestion, de votre, plateforme. C'est-à-dire que, votre documentation va offrir, une visibilité aux développeurs, de l'applicatif, vont comprendre en fait qu'est-ce qui tourne concrètement en production et va aider aussi votre partenaire ou vos partenaires à comprendre comment il peut travailler sur vos environnements sans rien casser, globalement. Donc ça, c'est documentation, c'est très large. On y ajoute tout ce qui pourrait répondre à votre métier et au respect aussi des bonnes pratiques, pour interférer avec votre univers sans l'abîmer. L'accès sécurisé aux données aussi, globalement, comment vos données sont sécurisées? Sécurisées dans le plan, réseau et dans le plan aussi stockage. Comment on s'assure que vos données, soient protégées contre tout type, de perte, ou d'attaque, globalement? Comment on va les répliquer, soit multi-région, soit multi-account, multi-provider, pour s'assurer que votre PRA, soit protégé contre tout type de data loss. C'est, des recommandations qu'on va apporter et appliquer en fonction des recommandations de la SSI du gouvernement pour, améliorer vos process de sécurité et gestion des données de vos clients. Le tout, en étant aussi le plus conforme possible avec le RGPD, avec aussi votre politique propre, de sécurité. Je vais vous présenter, une petite infrastructure, type chez Scaleway. Alors quand je dis petite, c'est que chez Scaleway, on va retrouver généralement ces 3 composants, mais petite dans la mesure où on a peu de serveurs, on a peu de complexité technique dans cette architecture que je vous présente là. Les infrastructures, qu'on peut mettre en place peuvent être, bien plus larges, mais aussi apporter beaucoup plus de complexité technique, liée au métier que vous avez. Là, globalement, on va se projeter sur un applicatif qui est complètement agnostique. Même la base de données serait agnostique, elle ne serait pas sur un service managé, du moins chez Scaleway et va proposer, différentes typologies de poules de nœuds. Donc on a, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a, ici donc le pool critical, ça va être par exemple heu, tous les services en fait qui ne sont pas scalables. Généralement les bases de données, elles sont en standalone, on va éviter, de les supprimer ou de les altérer pendant, pendant son fonctionnement, le fonctionnement d'un cluster et donc on va avoir un pool critical pour ça et on va avoir un pool main qui là sera plus dédié à l'applicatif, client, par exemple, votre API et va se scaler de 2 à 5 nœuds, par exemple. Voilà, de 2 à 10 nœuds, j'ai noté ici. Donc c'est combien de nœuds je vais avoir besoin au minimum et au maximum de mon infrastructure. On a, un bucket S3 pour les sauvegardes Velero, pour la distribution peut-être de fichiers aussi, pour votre applicatif et derrière, on aurait un cluster de pilotage et un cluster de staging pour tous vos environnements de dev, de développement et compagnie. Comme ça, on sépare bien, l'environnement de prod de l'environnement de test
et le cluster pilotage permet de centraliser, en fait, toutes vos métriques et logs au sein, d'un même cluster. Voilà, c'est un exemple. Comme je le présentais avant, Kubernetes est extrêmement flexible et les scénarios de déploiement vont varier d'un client à l'autre, systématiquement puisque, les besoins sont pas les mêmes, les budgets sont pas les mêmes, et les niveaux de criticité, sécurité, disponibilité sont pas les mêmes sont pas toujours les mêmes. Et là, c'est un exemple, sympathique et assez simple d'un déploiement cluster. Derrière, on a un load balancer. En général, avec Scaleway, ce qu'on combine, heu, donc le déploiement de capsules avec un Cloudflare. On peut aussi faire du zero trust avec Cloudflare, donc carrément éviter le déploiement d'un load balancer. On a le déploiement automatisé via Terraform derrière, donc toutes ces ressources-là sont déployées via Terraform et il en est de même pour, tous les composants critiques qui sont déployés dans le cluster. Petit zoom sur la CI/CD, donc une fois que notre infrastructure est en place, j'ai pris un schéma vraiment très basique sur les grandes étapes d'un déploiement applicatif. Ce qu'on voudra faire, c'est déployer, notre, applicatif, mais avant il faut l'encapsuler avec du Docker. Donc on va builder l'applicatif, puis la déployer sur le cluster Kubernetes en, poussant, une image, un snapshot de mon code dans un registre privé qui sera mis à disposition, au sein du cluster et déployé via Argo CD par la suite. Argo CD, je vous le présenterai après, mais c'est un outil GitOps qui permettra de déployer et orchestrer les déploiements sur votre cluster, Kubernetes. Voilà globalement, la petite introduction sur pourquoi Kubernetes, est un outil indispensable aujourd'hui, et non pas réservé uniquement aux grosses entreprises. Elles le sont aussi pour les startups et elles apportent, tous les outils, nécessaires pour être flexibles, pour être rapide, être efficace dans, l'administration et éviter que l'infrastructure soit un frein dans le développement de votre startup, quelle que soit votre taille. Je donne juste une fourchette, on travaille avec Kubernetes, des plus petites, entreprises, de plus petites startups en série seed, comme les, séries C ou D, je ne sais plus exactement, des startups, mais aussi des grands comptes. Donc c'est un outil qui s'adapte vraiment à n'importe quelle taille d'entreprise et vous savez que si vous partez sur Kubernetes, vous n'aurez pas de frein à exploiter cette technologie, quelle que soit la prise, l'accélération, la croissance que vous aurez, demain, dans votre entreprise. Voilà tout pour cette introduction. Heu, ce que ma partie préférée, c'est du coup faire une petite présentation, petite démonstration sur tout ça. Alors, globalement, on a plusieurs choses à faire. Hem, la première, c'est vous expliquer déjà un peu ce qu'on souhaite faire. Pour ça, j'ai préparé un petit outil qui s'appelle, Escalibro, qui va me permettre de dessiner un peu ce qu'on va chercher à faire, histoire de se projeter. Ça va être très, très basique, hein, mais on va partir déjà sur Scaleway. Scaleway, ça va être notre provider cible. On va vouloir y déployer un cluster Kubernetes. Donc hop, je prends mon petit logo. Globalement, mon cluster Kubernetes, il est dans l'environnement Scaleway. Tac, hop, to back. Je vais aller très vite, hein. C'est juste histoire de d'illustrer un peu ce qu'on va faire ensemble. Kubernetes, chez, Scaleway, on appelle ça capsule, d'accord? Capsule, c'est, le control plane fourni et managé par, Scaleway qui va derrière permettre à notre cluster, d'orchestrer des poules de nœuds. Globalement, Kubernetes, on a différentes typologies de ressources. Alors un cluster, c'est une ressource Kubernetes. Une ressource Kubernetes, ça peut être des volumes, des persistent volumes, des, persistent volume claim, des déploiements, c'est, des config maps, des jobs, des cron jobs, enfin, il y en a plein. On va faire simple, on va se contenter que de quelques ressources. Pour vous illustrer un peu à quoi ça ressemble derrière, heu, concrètement à quoi ça ressemble, côté du cloud provider.
Donc dans notre cluster, on va avoir des nœuds, d'accord? Nœuds ou des nodes, heu, en anglais, c'est des instances. C'est des instances virtuelles qui vont exécuter différents payloads, heu, applicatifs. Donc mon nœud, là ici par exemple, j'ai un nœud A, hop, je vais avoir un nœud B. C'est des serveurs compute chez Capsule. Donc globalement, c'est avoir, 4 CPU, et 8 gigas de RAM par exemple, d'accord? Et ça, on l'a autant de fois qu'on a de nœuds dans le cluster. Concrètement, ces nœuds, vont augmenter les capacités du cluster. En fait, on va pouvoir additionner les capacités des nœuds pour savoir le nombre de ressources disponibles au sein du cluster. Donc là, typiquement, mon cluster dispose de 8 CPU et 16 gigas de RAM à allouer pour mes services applicatifs. OK? Donc quand je déploie mon applicatif, elle va prendre la forme, quand elle sera exécutée, d'un pod. Un pod, c'est pour ceux qui sont un peu avancés en Kubernetes, c'est globalement une interface réseau, avec une IP privée, volatile, dans laquelle on va pouvoir distribuer notre applicatif, derrière un service. Le pod, c'est un ou plusieurs conteneurs. Le conteneur qui sera exécuté dans mon pod exposera mon service dans le cluster. Ça ne veut pas dire que le service, l'application qui est exécutée, est exposée sur internet. Elle ne fait que délivrer un service à travers une IP qui est l'IP du pod. D'accord? Donc j'ai l'IP pod A, d'accord? Et je peux avoir autant de pods que je le souhaite pour une même instance applicative, IP pod B. Donc concrètement, je déploie mes pods, la bonne pratique, c'est de dire: «Bon, bah, mes pods ont besoin d'un certain nombre de ressources pour fonctionner». Par exemple, mon pod, A a besoin d'1 CPU pour fonctionner. Je vais rester assez simple, hein. Je vais dire: «J'ai besoin d'1 CPU pour faire fonctionner mon pod A». Donc le pod A, comme il consomme 1 CPU, sur mon nœud A, je n'aurai plus 4 CPU, mais 3 CPU disponibles. Et plus j'aurai d'applicatifs qui consomment des ressources, moins j'aurai de ressources disponibles sur mon nœud. Ça limitera en fait l'impact, et le nombre de pods déployés au sein d'un même nœud, pour éviter d'avoir une charge trop importante exécutée sur des ressources, sur des mêmes ressources. Donc par exemple ici, mon pod A utilise un CPU, mais le pod B, lui, utilise 3 CPU. OK? Donc mon pod B, globalement, il va consommer les 3 CPU restants. Il m'en restera 0. Il me reste certes de la RAM, mais j'ai plus de CPU. Donc les prochains pods qui vont se déployer, qui vont nécessiter du CPU, ne pourront plus aller sur ce nœud. Ils devront aller ailleurs. D'accord? Donc le pod suivant, qui nécessite 3 CPU, vont consommer les ressources sur le prochain nœud. D'accord? Si j'ai un pod D qui se déploie, nécessite 3 CPU également, il ne pourra pas aller là non plus. Et c'est là que l'autoscaling rentre en jeu. Donc avec, aussi l'univers cloud. Si vous étiez sur des services, fait maison avec vos propres machines, heu, dans votre salon, vous avez pas la possibilité de faire, apparaître des nouvelles machines dans votre salon. Physiquement, c'est pas possible. C'est là que le cloud intervient, c'est qu'il vous met à disposition à n'importe quel moment des machines, heu, dans votre cluster, dynamiquement par du provisioning, automatique, et managé par le cluster, Capsule. Donc l'objectif ici, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, tu as besoin de déployer 3 CPU complémentaires, je vais donc te créer une nouvelle instance et tu pourras du coup, hop, déployer ton pod comme tu le souhaitais sur ton cluster». Voilà globalement le principe, de base de Kubernetes et de son, principe d'autoscaling. OK, donc là, il nous restera qu'un CPU. Pour maîtriser nos coûts, alors c'est bien, c'est volatile, c'est flexible. Si nos pods, on en a plus besoin, bah, le cluster se
se comment dire? Se scale down automatiquement. Néanmoins, on veut pouvoir maîtriser et éviter qu'un nombre infini de machines, apparaissent sur mon cluster. Donc, on va limiter le nombre de maximum de nœuds, déployables par pool dans le cluster. Un pool, juste pour, dernière définition et après je passe à la suite. Un pool, c'est un ensemble de nœuds de même catégorie. Donc, quand je déploie un pool A, je déploie tout le temps les mêmes types d'instances, quand je scale. C'est à ce moment-là que intervient en fait, l'intérêt d'avoir plusieurs pools. C'est quand on a besoin déployer différents, types de payload, heu et qu'on va avoir des besoins de calcul différents en fonction des applicatifs exécutés. Par exemple, j'ai une application qui fait de la compression vidéo et j'ai besoin d'un GPU. Dans ce cas-là, je vais créer un pool qui, est, annexe, au pool principal et qui pourra être scalable de 0 à 1. Donc je vais créer un nœud, déployer une machine avec un GPU que quand j'ai besoin de faire la compilation vidéo et quand j'ai terminé de faire mes compressions, bah, mon pool va supprimer le nœud et je n'aurai aucun nœud qui s'exécute et je ne paierai pas de carte graphique pour rien. C'est un type, qu'on a déjà eu, ça existe et c'est très pratique pour faire des économies sur des instances qui sont généralement coûteuses. D'accord? Donc voilà globalement pour vous donner quelques petites notions avant de rentrer dans les détails. Je vais garder ce schéma de côté pour revenir dessus quand on sera sur Terraform. Je passe au Terraform. OK, donc j'ai 2 répertoires ici, load testing et Terraform. Le load testing, c'est mon application, pour faire simple. Mon application, load testing va me permettre de simuler une montée en charge virtuelle. Donc c'est pour la suite de la démonstration, en fait, on va voir comment l'autoscaling opère, sur la démo. Donc on a, un petit bout de code, tout bête, en Node.js et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est le Dockerfile. Donc le Dockerfile avec du multistage, ça ressemble à ça. On va avoir une étape où on va pouvoir construire notre image, avec, du Alpine en route et mettre les étapes intermédiaires pour compiler, ou installer les dépendances nécessaires pour l'applicatif. Alors là, c'est un use case extrêmement simple. On en a des plus complexes, il y en a aussi, c'est pas du Node.js, mais du Go ou du Rust, ou peu importe. S Chaque Dockerfile est unique, en son genre en fonction du type d'application qu'il y a derrière. Que vous soyez en monolithique ou en monorepo ou en microservice, hein, je précise. Donc premier stage, on build et ensuite on part sur une application sur une image, distroless. Donc le distroless, c'est extrêmement petit, hein. On parle d'une image qui pèse à peine, 12 mégas, je crois, à la base et qui embarque le strict nécessaire pour faire tourner votre applicatif. Donc la démo porte pas là-dessus, mais ça pourrait être un sujet, qu'on pourrait traiter, sur un autre webinar. Donc tac, alors, ce qu'on va faire, c'est build l'image, globalement. Hop, je vais faire ça, voilà. Donc docker build, c'est pour construire une image, une nouvelle image qu'on va taguer de la manière suivante. Là, c'est un registre privé, c'est le registre de Skyload et on va pouvoir, compiler les différentes étapes. Donc en fait, toutes les instructions qui sont indiquées dans le Dockerfile seront, interprétées par le docker build et seront, derrière compilées, dans un layer, nommé registry.scaload.dev avec le nom scaload lab load testing et un tag qui est latest pour dire dernière version. La bonne pratique, c'est pas d'utiliser latest, hein, c'est de mettre la version, heu, pour, pouvoir revenir en arrière facilement déjà, première chose, mais aussi pour la sécu, et aussi pour, éviter des comportements indésirables de cache sur le cluster Kubernetes d'un nœud à l'autre. Donc docker build, une pardon. Dès que j'ai pu lancer cette commande, donc là, c'était extrêmement rapide parce que mes layers, donc mes différentes instructions sont cachées.
C'est là que dans l'acier, en fait, on peut accélérer le build. C'est en utilisant le mécanisme de cache, de BuildX, qui est natif quand on installe Docker Desktop, mais qui l'est pas forcément quand on exploite, un runner, sur GitLab ou GitLab Runner ou GitHub. Et je peux aller, chercher à comprendre aussi comment mon image a été construite en utilisant un petit utilitaire, hein, qui s'appelle Dive, qui est bien pratique, qui permet juste, d'analyser un peu, l'image, en profondeur, de voir mes layers, quel poids elles font, comment elles interagissent avec, mes couches overlay 2 sur le driver, Docker, avec, avec l'écriture donc, à différentes étapes, de petites images en fait. Tout ça, c'est des layers, c'est des petites images qui sont imbriquées avec un checksum. Ces checksums derrière donnent, au final, un latest, un layer sur sa dernière version qu'on va pouvoir taguer pour qu'on puisse, comprendre quelque chose quand on exploite, on manipule l'image. Donc là, cette image-là, elle fait 180 mégas, ce qui est acceptable. C'est pas les plus basses. La plus basse que j'ai pu faire, c'est 12 mégas. Heu, 12 mégas, ça a l'avantage, en fait, de limiter la bande passante quand on va chercher à récupérer l'image au sein de son cluster. Hop, donc 180 mégas, c'est OK. Je vais passer maintenant à Terraform. L'application, je vous montrerai ce qu'elle fait précisément. Mais passons à Terraform. Alors, j'ai préconçu le Terraform parce que c'est quand même relativement long à faire. On n'a pas énormément de temps et je vais essayer de vous détailler au maximum les différentes étapes et les différentes notions qu'on peut retrouver chez Terraform. Terraform, déjà pour savoir, un peu à quoi ça sert, c'est, pour introduire de l'IAC dans votre entreprise, vous allez exploiter des technologies d'infrastructure as code. Il en existe plusieurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler, de CloudFormation, ou de Pulumini ou Terraform lui-même et ces technologies, en fait, vont vous aider à construire votre infrastructure sans faire le moindre clic sur, l'interface du cloud provider. Terraform, nous, on l'utilise parce qu'il est agnostique et on est dans cette philosophie avec Kubernetes d'être agnostique, donc on préfère, travailler avec cette technologie. Néanmoins, on sait travailler avec d'autres outils. Terraform va vous permettre à partir de différents providers, donc les providers, c'est des API cloud compatibles avec Terraform, d'interagir avec les différentes ressources qu'ils proposent. Donc là, je vous donne l'exemple de Scaleway, ils ont leur propre provider, donc globalement, ils ont leur API et leur API nous permet de déployer des ressources. Donc Terraform, quand je vais exploiter, Terraform, avec le provider Scaleway, je vais tomber sur un registre de ressources disponibles. Alors je vais vous partager, le lien en question. Tac, je vous l'envoie dans le Meet si ça vous intéresse et vous allez retrouver dans ce guide, à gauche, un onglet avec toutes les ressources disponibles chez Scaleway et c'est avec ces ressources-là qu'on va pouvoir constituer notre infrastructure. L'objectif, ça va être de construire l'infra que je vous ai présentée, heu, via, l'API de Kubernetes, l'API de Scaleway au travers de Terraform. Donc le provider, on a Scaleway et on a un provider Helm qui est un orchestrateur, si vous connaissez Docker Compose, c'est une version, plus orientée, Kubernetes et beaucoup plus poussée quand même et qui propose du templating. Il fait du templating pour permettre à votre applicatif d'être déployé sous différentes conditions. Par exemple, sous un environnement de pré-prod, un environnement de production, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes variables d'environnement, les mêmes, compositions, les mêmes composants, les mêmes manifestes à déployer d'un environnement à l'autre et donc grâce au templating et avec des variables d'environnement, des variables d'entrée différentes, vous allez pouvoir ajuster, les besoins de scaling de votre infra. On rentre pas trop dans les détails pour Helm, c'est un peu une partie compliquée, qui est pas prévue dans cette démo, heu et globalement, il va servir à déployer 2 outils qui est le monitoring et Nginx. Donc le monitoring, c'est pour déployer des ressources, clés en main pour,
déployer un metric server globalement et du service monitor et Nginx pour, déployer le load balancer. Là, typiquement, je vais dans ce fichier nginx.tf définir 2 ressources à déployer. On a Scaleway LB-IP, donc on va créer une IP publique, qui va servir de load balancer pour notre cluster Nginx qui sera installé dans le cluster Kubernetes. Donc ça va être notre load balancer interne Nginx, pour la distribution de nos applications. On va avoir un back-end, donc là pour les démonstrations, on a un back-end local. Globalement le Terraform quand je vais exécuter mon Terraform, je vais créer un fichier d'état qui va statuer la composition de mon infrastructure dans un seul et même fichier, me permettant par itération de valider, heu, et de prévisualiser les modifications apportées à mon infrastructure entre 2 versions. Donc quand on travaille, avec Terraform chez Skyloud, on a tout un ensemble de pipelines qui vont permettre de prévisualiser les modifications apportées au code avant d'être exécutées sur l'infrastructure cible et l'environnement cible. Ce qui nous permet de travailler à plusieurs sur l'évolution d'une infra et limiter les risques quant à l'impact qu'on va, appliquer dans nos modifications sur les infrastructures de nos clients. Le back-end local, c'en est un qu'on va pas utiliser quand on travaille en production. On va plutôt travailler sur un back-end, un remote back-end. C'est-à-dire que le TF state, le fichier qui contient toutes les données, heu, d'état de mon infrastructure sont stockés en distanciel, soit sur GitLab par exemple, qui ont leur propre gestionnaire d'état Terraform. Ça peut être un S3, un bucket S3 chiffré, chez AWS. Il y en a toute une multitude, ça va vraiment dépendre des besoins, aussi des contraintes de sécurité que vous avez. On a Capsule, le fichier capsule.tf nous permet de déployer notre cluster, donc très, très basique, hein, ici. En réalité, quand on va vouloir, tuner, un cluster, on va pousser un peu les choses un peu plus loin et on va exploiter des modules, qui seront développés par notre, unité de ScaleOps. La ressource Kubernetes, c'est une ressource Scaleway, donc on déploie notre cluster, mais qui est vierge. En fait, là, on déploie qu'un control plane qui est managé par Scaleway et on va déployer un pool. Donc le pool, c'est ce que je vous ai présenté, avec une typologie d'instance qui serait du dev1m. Dev1m, si je ne me trompe pas, c'est 2 CPU et 4 gigas de RAM. Ce pool, c'est comment, en fait, on veut scaler notre application, comment on définit notre pool, combien de nœuds il y a, combien il y en a maximum, est-ce qu'il est autoscalable, est-ce qu'il se corrige tout seul, heu, à quel cluster on va l'associer, et cetera, et cetera. Donc voilà une ressource, type qu'on pourrait déployer. Donc Capsule, c'est le cluster lui-même. Heu, on va voir aussi, tac, tac, tac. Donc le TF state, c'est le fichier, local. Ça, globalement, vous l'avez pas normalement sur votre machine. Normalement, il est protégé, il est sécurisé, il y a toutes les informations sensibles dedans, normalement, vous l'avez pas et vous ne le versionnez surtout pas. Hem et c'est vraiment à titre des démos et enfin, une fois qu'on a tout préparé, tout ce qu'il nous reste à faire globalement, le code, à exécuter, c'est tac, tf-plan. OK. Quand je crée, quand je lance cette commande qui, chez nous, elle est lancée dans une CI, elle va, valider les changements de l'infra. Là, pour gagner du temps, parce que ça peut prendre un peu de temps, de déployer un cluster, je l'ai déjà préparé, mais ce qu'on peut faire, c'est imaginer un scénario où on va vouloir déployer un nouveau pool, d'accord? Donc par exemple, j'ai envie de déployer un pool d'instances dédié à un autre usage. Pareil, pool, par exemple, pool, secondary, hop.
et pool démo 2, hop, et je vais changer mon scaling, je vais mettre de 0 à 3. Je vais refaire mon TF-plan. Plan permet de valider, de prévisualiser les changements apportés à mon infrastructure entre le code actuel et mon TF state. Donc en fait, il va juste faire un diff, globalement, c'est comme si vous faisiez un git diff, mais c'est avec du Terraform. Donc il va comparer l'infrastructure distante avec l'infrastructure telle qu'elle est présentée dans votre code. Et là, on voit très bien, «Ah bah tiens, j'ai remarqué qu'on a un nouveau pool qui s'est ajouté dans ton code. C'est le pool secondary avec, du dev1L et il faut que je le crée, quoi». Donc une fois que j'ai fait mon plan, ça veut pas dire qu'il est appliqué, ça montre juste les différences. Je vais l'appliquer. Donc c'est comme si je faisais un git commit, quoi. Je fais un tf apply et je dis, «Bah, c'est bon, applique-moi ça, en production». Enfin, du moins sur mon infrastructure cible. Et donc là, il me dit: «Bon, bah, voilà, est-ce que tu es sûr de vouloir ajouter ce pool?» Je vais lui mettre «oui», j'applique. Il m'indique la création qui est, du pool qui est en cours et dès qu'il a terminé, hop, il m'indique: «Bon, bah, c'est bon, j'ai terminé en 6 secondes la création de mon nouveau pool de nœuds». Voilà globalement, un exemple Terraform, vraiment très, très basique, qu'on peut exploiter. On pourrait imaginer, que, l'IP, qu'on a obtenu via le load balancer, on le déploie directement dans Cloudflare, automatiquement. Comme ça, on n'a pas à gérer les DNS, à la main. Ça peut être, faire du multi-cloud. Imaginez qu'on a une redondance, chez AWS et donc dans ce cas, on va déployer des ressources Scaleway et AWS en même temps et faire des liens entre les IP et les services. Ça peut être déployer des applicatifs, des charts, critiques, pour son infra automatiquement. Globalement, à partir du moment où vous trouvez un provider compatible avec, votre stack technique, ce qui est très largement, heu, possible avec Helm, vous aurez, pas de souci à le à le faire sous forme de Terraform. Voilà globalement pour Terraform, ce que je voulais vous montrer. Ce qu'on peut regarder ensemble, c'est aussi le TF Console. TF Console permet de naviguer dans mon, heu, dans mon TF state, de manière un peu plus intuitive. Si par exemple j'ai envie de connaître, les informations détenues d'une ressource, je peux pointer, heu, je peux pointer cette ressource et dire: «Bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon cluster?» Et là, je peux prévisualiser tous les attributs retournés par la ressource et débugger, de la manière suivante, quoi. Là, par exemple, je vois que l'API serveur URL, qui est l'API du control plane de manager de Scaleway, m'est retournée par la création de cette ressource. Voilà. Si j'ai fini de jouer avec mon infrastructure, heu, pardon, et que j'ai plus besoin de toutes ces ressources, puisque là, c'était vraiment pour les tests. Globalement, c'est ce que je vais faire quand on aura terminé ensemble. Je vais faire ps destroy et il va me dire: «Bon, bah, j'ai tout ça à supprimer, est-ce que tu es OK? Oui, non». Donc j'ai pas c'est beau, ça permet de clean, proprement son infrastructure sans oublier les petits détails, mais par contre attention, c'est très facile aussi de tout casser. Donc il y a aussi plein de bonnes pratiques quand même à respecter pour éviter que ce genre de catastrophe arrive. C'est, par exemple, on peut locker les ressources, surtout chez AWS, c'est beaucoup mieux fait. On peut, éviter les destructions, faire des empêcher les destructions, des ressources comme les bases de données, heu, pour éviter des suppressions accidentelles, tout simplement. Il y a il y a plus, grand chose à voir côté Terraform. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur, cette partie-là? Est-ce que vous avez l'habitude avec Terraform peut-être de jouer avec, ou pas du tout? Ouais? Du coup tout ça, ça vous parle, c'est bon? OK, cool. Merci Olivier d'interagir. OK, ça marche. Merci Laurent. Donc vraiment vraiment superbe outil pour le coup.
Ça nous fait gagner, un temps de fou et aussi une tranquillité, énorme. Si jamais vous avez un pépin, sur votre infra, vous voulez mettre à jour et tout, le fait que ce soit procéduré, avec du code, non seulement c'est comme si Terraform faisait office de documentation au final, donc il y a pas d'effet de surprise sur les déploiements. Puisque tout est écrit dans le marbre et en plus c'est versionné. Donc, vous savez qui intervient sur une infra, quelles sont les évolutions qui ont été apportées avec le temps. Heu, Bref, c'est pas du temps qui est perdu au final quand vous consacrez du temps dans la réalisation d'un Terraform. Heu, je vous donne des exemples, hein, mais par exemple, quand on va déployer une infrastructure AWS, c'est des centaines de ressources, voire, presque un millier de ressources différentes qui sont déployées. Heu, Faire à la main, c'est une perte de temps considérable et le temps qui a été consacré à monter ça, si vous devez le refaire une deuxième fois, aussi bien, s'il y a un problème et qu'il faut tout redéployer, pour une raison X ou Y, vous êtes content que tout soit codé, quoi. Donc, l'application d'un PRA passe aussi par l'automatisation que vous apportez, derrière la gestion de votre système d'information. Donc là, Terraform, c'est vraiment le cas d'école, le plus classique dans les grosses organisations, mais comme les petites, il faut démarrer le plus tôt possible pour éviter d'avoir une dette technique qui grandit, dans la gestion de votre parc de ressources et de vos différents environnements. Hop, je vous montrerai à la fin, si j'ai un peu de temps, à quoi ressemblent, un les projets, chez nous, avec, nous-mêmes, on est clients de notre gestion, SI, donc je vous présenterai peut-être ça. Passons maintenant au déploiement de l'application. Donc là, je vous ai montré globalement qu'on avait déployé un cluster. Maintenant, comment je m'y connecte? Donc pour m'y connecter, 2 possibilités. Soit je suis un bourrin et je passe par, l'API Cube, et dans ce cas, je suis un chef, du curl, soit je passe par la ligne de commande kubectl, que vous devez certainement connaître, qui est au final une commande qui est abstrait, qui intègre, des, requêtes curl, préformatées pour vous, quoi. Ça ne fait rien de plus. Donc kubectl, si je fais, heu, si je repars du principe que je viens de déployer mon cluster, je n'aurai pas ce fichier qui est juste ici, c'est le kubeconfig, voilà. Ce fichier-là, qui est le fichier de configuration de connexion à mon cluster, d'accord? Donc je ne risque rien, hein, ce cluster, vous pouvez vous y connecter, même s'il y a les identifiants et le token, il y a absolument rien dessus d'important. Je précise, hein, quand même pour les, maniaques de la sécurité. Donc globalement, imaginons que j'ai pas ce fichier de kubeconfig et que je pars from scratch. Dans ce cas, je vais avoir besoin de récupérer, de mon, tfstate, le fichier kubeconfig. En effet, Scaleway, quand on déploie le cluster, il fournit à travers les attributs de la ressource cluster, le kubeconfig. Donc, pour ça, je fais un output. Voilà. Foutput -ro pour éviter la coloration syntaxique, kubeconfig kubeconfig pardon, va aller chercher en fait dans ma définition output, qui est un type, de sortie, Terraform, le fichier kubeconfig qui se trouve dans le chemin suivant. Donc là, je fais tf output row kubeconfig vers un fichier kubeconfig. Là, j'ai récupéré mon fichier kubeconfig, en local et si je fais un export, alors hop, bah, mon terminal intègre un peu de style, mais l'idée c'est de se dire: «Hop, je veux utiliser ce fichier-là, je fais un export kubeconfig, hop, config et kpod». Bon, je suis connecté. Alors K, c'est un alias de kubectl, hein. Vous imaginez bien que j'ai pas envie de taper ça tous les jours. Du coup, kgetpod, c'est l'équivalent kubectl getpod. Donc, je sais pas si vous vous rappelez du schéma, mais globalement, quand je fais un kgetpod, mon action, c'est de récupérer une liste de pods au sein d'un namespace. Donc un namespace, c'est un espace dans lequel vous allez entreposer vos ressources, scopé à un namespace. C'est un peu,
pour vous aider à organiser l'ensemble de vos ressources au sein d'un cluster. Vous allez avoir besoin de cadres et ce cadre, vous l'aurez à travers des namespaces, d'accord? On parle de ressources qui sont wildcard, qui sont qui sont scopées au niveau de clusters entiers, mais aussi des ressources qui sont scopées au niveau du namespace. Donc là, le cas getPods, me retourne rien forcément puisque j'ai rien déployé. Je vais faire un cas getNS pour namespace et là, je retrouve tous les namespaces existants sur mon cluster. Donc on a le default. En général, c'est une mauvaise pratique de déployer des choses dans default. Donc donc on va pas se placer là-dedans, globalement pour déployer, ce qu'on va déployer, c'est-à-dire notre application load testing. On a l'ingress Nginx, qui est notre load balancer, donc je vais aller jeter un œil et pour aller jeter un œil, je peux faire k-n pour, sélectionner, le namespace ingress Nginx. Alors j'ai envie de voir les ressources qui sont dans ce namespace et getPods, toujours. Là, je vois mon contrôleur Nginx qui me sert de load balancer. OK? Donc, le Nginx, c'est lui qui va nous permettre de distribuer les applicatifs, heu, déployés au sein de mon cluster. Heu, je vais vous envoyer et en fait, l'IP du load balancer, elle est définie là. C'est l'external IP. Donc ça va être un service. SVC, c'est un service c'est du niveau 4 sur le modèle OSI, hein, globalement. C'est lui qui va distribuer, et ouvrir des flux avec, le cluster cube au travers d'une typologie de services qui peut être différents cas d'usage comme le cluster IP, c'est pour réserver une IP fixe au sein du cluster et le load balancer, c'est pour déployer un load balancer, globalement et le contrôleur de Kubernetes, capsule va se charger de déployer derrière le load balancer associé. Donc external IP, hop, si je vous envoie ça, normalement vous avez un 404 mode form en ouvrant ça sur votre navigateur. Hop, c'est tout à fait normal. Donc maintenant j'ai mon application qui, est une image Docker à ce stade, mais qui, a été poussée dans le registre privé de Skyload. Donc comment je vais le déployer? Hop, donc je vais préconfigurer, mon ma commande avec vous. Tac, tac, tac. Alors, ça commence par voilà, hop. Donc, je vais devoir créer un secret. Globalement, j'ai mon pod, enfin j'ai mon image, elle a été envoyée au registry. OK. Mon cluster K8s a besoin d'accéder au registry. Comment je fais pour y accéder? C'est faut créer en fait un lien entre les 2, entre le K8s et le registry, c'est par un jeton, un token d'authentification. Pour créer ce jeton d'authentification, à la main, c'est k-create-secret. Donc pour créer un secret, c'est un type de ressource, qui permet de stocker des informations sensibles et de séparer les informations sensibles des configurations plus basiques. Donc je vais l'appeler, ce sera un type Docker Registry, parce qu'on peut avoir des secrets de type générique, par exemple des variables d'environnement, d'API ou porte, qu'on va nommer private registry. Voilà. Ça, on va l'accompagner de configuration. Donc on veut se connecter au serveur registry en scaloud dev avec un username. Hop, tac, il s'est mis en LUA, c'est un peu perturbant.
Docker username, donc bah, là, je l'ai préconfiguré, c'est ça, globalement. C'est le nom d'utilisateur du projet, associé, heu, qui stocke du moins l'image. Le mot de passe, je ne prends aucun risque à copier ça dans ce Meet, je répète, c'est très spécifique à la démo et enfin, je vais finir par, définir, un dry run client pour en fait avoir l'aperçu en sortie, avant exécution côté serveur, côté API Kubernetes. Quand je lance ça, ici, j'ai une sortie YAML avec les configurations vers, les configurations Docker pour me connecter au registry. Donc ça, globalement, le fichier est préétabli, il est juste là. Il me reste plus à l'envoyer sur le cluster kube. Donc attention, hein, ce qui est ici ne veut pas dire qu'il a été déployé sur mon cluster. Je vous explique. Quand je vais me placer au niveau, donc j'ai créé un namespace qui s'appelle myapp, d'accord? Je vais le supprimer, tiens, d'ailleurs. Ça, je vous montre from scratch. Hop, c'est les finalizers là qui s'occupent de détruire. Je vais créer le namespace myapp. Maintenant, je vais placer mon contexte. C'est comme si je persistais mon changement de namespace, dans myapp pour que toutes les interactions que je fais avec ma ligne de commande se produisent dans myapp. Quand je fais kget, kn, pardon, on voit que mon curseur est placé sur myapp. Kn, c'est des raccourcis, hein, pour visualiser où on est. Donc kgetPod, j'ai absolument rien. Donc là, on voit les pods, mais on a aussi dit les secrets, les config maps, par exemple. Ça, on le verra pas, mais je vous le montre. On a, les déploiements, on a rien, et les pods, on a rien. On a aussi les ingress. Les ingress sont des règles de redirection, qui permettent d'alimenter le Nginx sur, comment on accède aux services. Get ingress, et qu'est-ce qu'on allait voir? Ah oui, et le HPA. HPA, c'est pour Horizontal Pod Autoscaler. Donc là, j'ai créé mon private registry, je vais déployer, cette ressource, donc kapply-f vitesse private registry. Là, j'ai créé un secret. Si je fais un kget secret, on voit bien mon private registry qui a été créé, de type docker config JSON, avec une donnée à l'intérieur, donc une entrée. Voilà. Donc mon secret est déployé. Maintenant, je vais vouloir déployer mon applicatif. Comme j'ai pu créer, mon registre, je vais pouvoir déployer mon application avec, les credentials associés au secret. Donc pour créer un déploiement en ligne de commande, ce qu'on fait jamais, hein, mais je vous montre quand même. Deployment, my app, deployment, hop, on précise l'image, tac, et le port. Le s L'application est délivrée en port 3000 et toujours un dry run pour voir ce que je fais. Hop, voilà. Ça me crée un manifeste YAML préétabli dans lequel je vais pouvoir déployer mon conteneur. J'ai apporté quelques petites modifications, pour aller plus vite. J'ai apporté, des requests, donc des ressources requests pour dire: «J'ai besoin de 500 millicpu». Donc rappelez-vous, hein, on avait parlé de réserver des ressources au sein des nœuds. C'est là qu'on va soustraire le nombre de ressources disponibles au sein d'un nœud. C'est avec ces valeurs-là. Le container port et là, on a un image pool secrets, donc où est-ce que je vais pouvoir récupérer mon image et comment je vais pouvoir m'identifier à travers le registre. Donc ça, je vais le déployer aussi. Hop, donc la vitesse
myapp.deployment.yaml et là, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai mon déploiement. J'ai rien de prêt parce que mon application n'est toujours pas déployée. Je vais faire un cas getPods et là, il est prêt, donc là, mon déploiement à 1 sur 1 parce que mon pod est prêt. OK. Les bonnes pratiques en production, on y est très loin. Normalement, on a des liveness, readiness, voire des startup probe, on a plein, plein de choses à configurer pour, rendre un déploiement hautement résilient et déjà pour, les principes de haute disponibilité, c'est d'avoir au moins 3 ré 2 réplicas, voire 3 réplicas en fonction des typologies d'applications qu'on utilise. Là, 1, ça marche. On a un pod du coup associé à ce déploiement, ce qui est normal puisqu'on veut qu'un seul réplica. Si j'en voulais 3, bah, je faisais en fait, je change juste le réplica par 3 et normalement j'ai 3 pods qui vont se créer. Là j'en ai 2, il y en a un troisième qui va se créer. Bon, c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Un seul réplica nous suffit, donc je repasse de 3 à 1 très facilement et vous voyez à quelle vitesse, ça va, hein. C'est en vraiment quelques secondes, j'ai déjà 2 réplicas, quoi. C'est réactif, c'est beaucoup plus réactif que certains, cloud, vendor lock, enfin certains services comme, je sais pas si vous utilisez ECS ou autre, le temps qu'ils mettent pour déployer un nouveau réplica, c'est infâme. Donc là, on a déployé notre application. Maintenant ce qu'on veut, c'est qu'avec l'URL que je vous ai envoyé, on puisse y accéder. OK? Donc pour accéder, au service, on va vouloir, déjà créer un service. Donc, exposer en fait pour la première étape pour exposer notre application pardon, c'est, d'avoir un point d'entrée unique. Donc c'est la création d'un cluster IP. Donc, pour, faire ça, on a 2 façons de faire. Soit on crée ce manifeste ou en ligne de commande, on peut faire, toujours pour les bourrins de la ligne de commande, c'est un cas expose, deployment, my app deployment qui est le nom de mon déploiement. Tac. 2 types, oups, 2 types, tac, 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 cluster IP. Heu, je vais lui donner un petit nom, ce sera, my app SVC et toujours pareil, je fais un petit dry run côté client dans mon YAML pour voir ce que ça donne. Globalement, c'est ce qu'on avait ici et c'était en ligne de commande. On peut l'appliquer comme ça marche aussi. Service exposed. Donc là, le lien que je vous ai partagé, rien ne dit que, bah, le trafic qui tombe sur ce domaine doit être redirigé vers ce service. La seule méthode pour faire ça, c'est de créer un ingress, d'accord? L'ingress, c'est pareil, on peut le faire en ligne de commande. Donc je peux faire, kubectl create ingress, my app, donc je vais l'appeler l'ingress, je vais l'appeler my app ingress. Je vais lui mettre une règle de redirection égale, tac, 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 donc, est-ce que j'ai encore sous les yeux? Je confirme, ECS est assez peu réactif, en effet. Donc, donc je vais saisir ma petite règle, donc c'est voilà, ce domaine-là, oui, c'est un domaine, je crois que c'est compatible, doit rediriger mon trafic pardon, vers le service, heu, qu'on vient de créer. Donc on a appelé iapp-svc, 2.3000. Je vais préciser la classe de load balancing qui sera Nginx. On peut avoir plusieurs classes de distribution au sein d'un même cluster, pour des cas, un peu poussés, ça arrive. Hop, égale client, égale au YAML. Voilà, donc avec ça, normalement, voilà, c'est bon. Il m'a créé ma définition, mon manifeste, ingress.
en précisant: «Mon domaine, blablabla, mon IP.lb.fr-par.scw.cloud doit rediriger le trafic de niveau 7 HTTP, HTTPS. Là, c'est que du HTTP, je vous montrerai pas dans cette démo la gestion des certificats. Tout le trafic doit aller dans le back-end, heu, qui est le service MyAppsSVC qui est exposé sur le port 3000 et seule la route slash doit être, c'est le path type, hein, ça peut être préfixe, implementation specific, ça peut être, exact. Donc là, c'est à la racine, ça renvoie le trafic là-dessus, sur ce service. Donc si vous travaillez en microservice, par exemple, et qu'en fonction de la route, on veut rediriger sur des routes différentes, des endpoints différents dans votre cluster, c'est possible et c'est complètement transparent pour le client. Donc, j'applique ça, tac, hop. Alors, je vais faire un truc tout bête, je vais faire un curl, heu, tac, voilà. Là, j'ai un 404 node form. Normalement, j'ai pas ça. Je vais appliquer mon ingress, tac, et je refais mon petit curl. Là, on voit direct que la sortie est différente. Hop, on a normalement, est-ce que vous avez tous un JSON sur la page que je vous ai partagée? OK, nickel. Bon, bah, vous voyez, globalement, si j'arrêtais de parler, tout ça, ça aurait été fait en 2 minutes. Donc, très rapide de déployer une application, globalement. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour vraiment la déployer, il y a plein de petites subtilités à prendre en compte et c'est extrêmement rapide, de se retrouver avec une application opérationnelle en production. Donc on revient à la notion de, time to market. On veut déployer un truc rapidement et valider si ça marche, c'est possible. Donc Kubernetes offre cette flexibilité. Maintenant, ce qu'on veut faire, et ce qu'on veut constater, c'est à quel point, on est flexible. Là, l'application que vous avez renvoie un JSON avec un CPU load, d'accord? Ce CPU load va, illustrer la charge induite sur le cluster, en temps réel. Moi avec, ma console là, je peux, augmenter l'utilisation, la consommation CPU en direct. Donc c'est voilà, je vais coder un petit truc, pour me permettre de simuler une montée en charge, globalement, sur l'infrastructure, de sorte à vous faire une démonstration d'autoscaling. Donc là, je vais augmenter ma charge hop, à, 90 de CPU. OK, c'est parti. Donc comment on va pouvoir voir ça? Alors 2 manières de voir ça, voilà, c'est via les logs. Donc là, j'ai fait un klogs pour récolter tous les logs de mes pods au sein de mon namespace, qui sont, qui viennent de l'application My App Deployment. Et là, en temps réel, je peux voir les logs qui sortent. Bon, là, c'est pas des logs, qui sont faits pour de la prod et c'est plus joli avec de la couleur, n'est-ce pas? Et on voit que le CPU a augmenté à 90. Voilà, parce que, j'ai décidé que c'est l'application montait à 90. Je triche un peu, en réalité, on va plus se dire, bah, il y a des, calculs complexes dans votre application et l'utilisation est importante à un instant T. Problème qu'on va pouvoir rapidement constater avec ce système, tac. Hop, quel c'est hop, je vous montre ça rapidement. Est-ce que vous avez constaté que votre application est beaucoup plus lente? Elle, charge vraiment, elle est pas très rapide quoi, elle est pas très réactive. C'est pas le cas, mais si vous regardez, dans dans le réseau, l'application répond en 700 millisecondes quoi, ce qui est trop par rapport à ce qu'elle doit faire. Concrètement, c'est beaucoup trop. Et bah, là, on peut voir que, dans notre applicatif, donc si je fais un pod, hop, et app deployment, on est toujours sur un pod. Là, je n'ai qu'un seul pod, alors que pourtant, on dépasse largement l'utilisation, acceptable, sur un seul et même pod. Donc pour appliquer, une notion d'auto-scaling
et je pense que ce sera la dernière chose que je fais là pour la démo parce que sinon on y est encore pour longtemps. C'est appliquer un HPA. Un HPA, c'est une petite ressource toute bête et natif à à à Kubernetes et non à Scaleway, qui nous permet de définir une stratégie de réplication. Donc là, par exemple, ma configuration stipule, que si mon CPU est utilisé à plus de 50, tu dois scale up et tant que, tu n'as pas atteint le seuil des, en dessous de 50, tu dois continuer à scale up. Donc là, je vais appliquer ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette ressource en live, hein, alors que mon application est bien utilisée. Hop, et normalement, si je ne dis pas de bêtises, hop, on devrait voir très rapidement ici, un nouveau pod se créer. Tac, voilà. Donc là, on voit en temps réel, en fait, ce qui se passe sur le pod, mais hop, ça y est. Donc là, on a 3 pods qui se sont créés, OK? 3 pods qui se sont créés, on les voit bien, il y en a 2 qui sont déployés. Tous, nous, lâchent des informations, de 90, hein. Tous les pods sont impactés, donc pour la démo, on va dire que ça réduit, la charge est bien étalée. Mais on voit ce q et c'est ce que je voulais ajouter, qu'on a un pod en pending. Donc ce pod en pending, en fait, indique que l'état du pod est en attente. Il est en attente parce qu'en fait, j si on reprend le déploiement, on a 500 millicpu de demandés, d'accord? Avec les déploiements déjà existants et compagnie, le cumul des CPU utilisés dépasse les quotas acceptables du nœud actuel. Get-Neuz n'a qu'un seul nœud actuel à l'heure actuelle. Quand on regarde les événements, heu, dans l'ordre chronologique, c'est mieux, on voit que le pod qui est en pending a trigger le scale up du cluster. En fait, il a créé automatiquement, il est en train de provisionner automatiquement un nouveau nœud. Hop, donc si je suis un peu patient, normalement dans quelques minutes, j'aurai mon nouveau nœud. Hop, je vais patienter tranquillement. Voilà pour cette partie démonstration, d'un déploiement Kubernetes et d'autoscaling. J'ai voulu être le plus clair possible, pour les novices, de Kubernetes. Je propose qu'on s'arrête, là pour, vous laisser un peu plus de, temps, enfin pour, voilà, pour échanger, sur, si vous avez d'éventuelles questions, ce genre de choses. Je suis ultra ouvert à ça. Et puis on refera certainement un autre webinar pour aller plus loin dans cette démo, qui certainement, n'est qu'un début pour vous montrer toute la richesse, de Kubernetes, de tout ce qui est possible de faire, en dehors même de Kubernetes, tous les types de déploiements qu'on peut faire, sur une stack qui est extrêmement flexible quoi, globalement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Place aux questions du coup et je laisse le partage d'écran pour que vous puissiez voir le nœud qui va s'ajouter très prochainement. Voilà. Quelle solution préférée à éviter pour les backups des applications en environnement Kubernetes et manager les backups? Sidecar, container, clone, snapshot, par le provider, autre solution? Au début de la présentation, vous avez cité une solution de backup qui, il me semble, c'était laquelle? Alors, j'ai dû peut-être parler de Velero. Ah ça y est, on voit le nœud se créer. Donc, il y a la solution Velero, pour le coup. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec des ingénieurs directement d'AWS et de Scaleway, qui me disaient globalement, si vous avez du stateful, sur Kubernetes, vous partez complètement du principe de serverless et a priori, même si on travaille avec Kubernetes, lorsqu'on va travailler sur des clouds, comme AWS, c'est dommage de se passer des services managés, pour la base de données, ce genre de Elasticache pour le cache et pour les sessions, ce genre de choses. Parce qu'ils offrent déjà des notions de backup, et de gestion des backups qui
qui sont quand même bien foutus. Néanmoins, si on vraiment veut rester agnostique, c'est important, bah, d'introduire en effet soit des notions, de, heu, de backup, du cluster lui-même, donc des ressources qui sont déployées avec Velero. Velero qui propose 2 méthodes de déploiement, Restic ou via des snapshots, automatisés, par, une interface avec le provider, dans lequel tu es. Sinon, je trouve que c'est pas la meilleure approche pour, par exemple, sauvegarder des bases. Si tu as une base de données, vaut mieux faire des dumps, via un cron job, par exemple. Cron job qui est une ressource, native à Kubernetes qui va te permettre d'exécuter, en fait, des dumps manuels, avec l'interface officielle, en fait, de ton moteur. Si tu utilises MySQL, bah, tu vas utiliser MySQL dump avec la même version de ton moteur pour t'assurer que tes données sont, backupées à un instant T avec, un respect, full acid de tes transactions SQL. Pour de la base de données, NoSQL, comme, comme Mongo, pardon, Mongo, Neo4j, ce genre de choses, tu vas plutôt privilégier, pareil, hein, des solutions, managées. Sinon tu pars sur des stratégies de backup, officielles, avec si tu veux des procédures officielles de sauvegarde, avec des lignes de commande qui s'intègrent parfaitement en fait avec l'univers Kubernetes. Puisque tu peux, facilement orchestrer, tes jobs de backup automatisés, à côté en fait de tes services officiels, avec des données persistantes, sans souci quoi. Et ça peut se prendre plusieurs formes. Ça peut être des sidecars, ça peut être, des jobs, des cron jobs pardon, qui derrière envoie un hook à ta supervision à la fin du backup, et tu exportes des métriques pour dire, bah, quelle est la taille de ton volume. Comme ça, tu contrôles si la taille de tes volumes est croissant et non décroissant. Ce genre de choses, quoi. Voilà. C'est une réponse assez complète pour le coup. C'est pas toujours parfait, les outils, open source, managés, enfin les outils open source pardon, tout court. C'est pour ça qu'il faut pour des applications critiques, il vaut mieux, solu utiliser des solutions, managées, surtout pour les bases, ce genre de choses. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions? Là, je reprends juste, en attendant, tac, la notion de nœud. Là, on voit qu'il y a un deuxième nœud qui s'est créé, il y a 4 minutes et que du coup, nos pods normalement, voilà, nos trois pods sont en running, donc c'est parfait. Et si on fait un logs, hop, je vais simuler qu'on a plus de charge sur notre applicatif. Donc on va repasser à 0. Tac. Donc là, on a en fait une notification par pod, donc c'est normal. 3 fois, on applique 3 fois, 1 fois par pod, le scaling à 0 du CPU et techniquement le HPA veut dire: «Bon, bah, notre target va diminuer et donc on peut scale down» et pour le coup, nous, on l'utilise même heu, pour notre, onboarding. Donc quand vous rejoignez Skyload, globalement, on déploie un petit, bac à sable en un seul clic, qui vous permet de jouer un peu avec Kubernetes, pour évoluer, apprendre à jouer avec les différents composants de Kubernetes, et nos modules, tout ce qu'on a développé en interne. Donc ça se fait très bien pour le coup et ça peut même aller au-delà. J'ai vu des use cases, pour des grosses boîtes où, ils ont des clusters, vraiment dédiés au développement. C'est-à-dire qu'ils travaillent directement sur les clusters Kubernetes, pour, décharger, éviter d'avoir des machines, de guerre, sur son poste local. Ça se fait très bien. C'est vraiment plutôt même, super intéressant comme approche puisque du coup, toute la donnée sensible est délocalisée dans le cloud et ce qui permet de limiter les risques, de faire traîner une donnée sensible sur tous les postes de l'entreprise. Donc si vous avez une politique de sécurité très très sévère, si vous avez des stratégies à mettre en place, pour le coup, travailler dans le cloud, c'est beaucoup plus sain pour l'équipe, pour le coup et ça apporte un confort énorme, quoi, parce que, vous avez vu le fichier kubeconfig que je vous ai montré là, c'est votre seul point d'entrée pour accéder au cluster, quoi.
Donc si vous avez ce fichier, s'il est bien sécurisé, avec un MFA en face, c'est possible, hein, je ne l'ai pas montré, mais vous mettez un MFA, par-dessus l'API et vous êtes sûr que si votre poste est compromis, le kubectl, lui, peut être évoqué à tout moment, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Bah, écoutez, merci à tous encore une fois, je vais terminer cette session. J'espère que ça vous a plu. Hésitez pas à revenir vers nous si vous allez, sur Kubernetes, que vous avez des questions techniques, vous avez besoin de plus de visibilité et je vous souhaite une excellente soirée et encore un grand merci pour votre présence.